Bonjour, je suis Philippe Fabry, bienvenue dans votre bulletin géopolitique du 1er au 7 mai 2023. Avant de commencer, je voudrais vous dire que j'ai reçu le nouveau bouquin, qui est le plus volumineux que j'ai écrit depuis celui sur le clivage avec Léo, en 2021. Donc il est ici, il est chouette. On prépare une autre version de luxe reliée, celui-ci c'est la version brochée. Donc il fait 230 pages à peu près. Et donc il est disponible sur Amazon, je le dis pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'information passer. Ceci étant dit, on peut passer au bulletin de la semaine. Alors on va commencer rapidement par, toujours pareil, le Moyen-Orient. La Turquie, en Turquie, rien. Enfin, j'ai rien à vous dire dans la mesure où l'actualité est en fait figée par ce qui est désormais la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, qui fera l'actualité en particulier des 2 prochaines semaines, puisque le vote doit se tenir, je me suis pas renoté la date, je sais plus si c'est le 14 ou le 16 mai. Enfin, en tout cas, il est plausible que lors du prochain bulletin, il n'y ait pas encore les résultats, de toute façon, même si c'est le 14, si c'est le 16, c'est sûr. Auquel cas ce sera dans 2 semaines qu'on commencera à discuter et qu'on verra ce qui s'est passé, et qu'on verra si l'élection a mal tourné pour Erdogan, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il compte faire, parce que comme je l'ai dit, je le vois pas, je peux me tromper, mais je le vois pas quitter le pouvoir sur une élection perdue. Iran-Syrie, le président iranien Ebrahim Raïssi a visité cette semaine la Syrie pour renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays. Ce mercredi, nous étions donc le 3 mai, Ebrahim Raïssi et Bachar al-Assad ont signé un accord de coopération stratégique couvrant plusieurs domaines tels que l'agriculture, les chemins de fer, l'aviation civile, le pétrole, les zones franches créées pour encourager les investissements. La visite du président iranien marque le premier déplacement d'un président iranien en Syrie depuis 2020, et Raïssi a salué cette visite comme un tournant dans les relations entre les deux pays alliés. Cette visite intervient alors que le président syrien cherche à mettre fin à plus d'une décennie d'isolement diplomatique, soutenu dans son rapprochement inattendu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, deux puissances rivales du Moyen-Orient. J'en ai parlé d'ailleurs dans les derniers bulletins, il y a eu aussi d'autres rapprochements, notamment avec l'Égypte. La question d'un possible retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe sera discutée lors du prochain sommet annuel de l'organisation qui se tiendra le 19 mai à Riyad et qui portera donc notamment sur cette question. C'est vrai que le rapprochement de l'Arabie Saoudite de l'Iran assure un soutien à cette approche important à la Syrie, laquelle avait été suspendue de la Ligue arabe après le début de la guerre civile, donc en 2011. La justice iranienne a annoncé que Habib Shahab, un dissident irano-suédois condamné à mort pour terrorisme, avait été exécuté samedi 6 mai. L'agence de l'autorité judiciaire Mizan Online a précisé sur son site internet que la condamnation à mort de Habib Shahab à la tête du groupe terroriste Harakat al-Nidal a été exécutée aujourd'hui, donc samedi matin. C'est le jour du communiqué. Habib Shahab, qui était à la tête de l'organisation Harakat al-Nidal ou Asmla, considéré comme terroriste par les autorités iraniennes, avait environ 50 ans. En octobre 2020, il avait disparu après s'être rendu à Istanbul, puis avait réapparu en Iran un mois plus tard derrière les barreaux. En novembre 2020, la télévision iranienne avait diffusé une vidéo dans laquelle il s'accusait de diverses charges, notamment un attentat meurtrier commis en septembre 2018 lors d'un défilé militaire à Avaz, chef-lieu de la province du Khuzistan. Si vous voulez savoir où est le Khuzistan, c'est à la frontière, pratiquement c'est le sud de la Mésopotamie. Il avait également affirmé travailler pour les services de renseignement saoudiens. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE, a réagi sur Twitter en condamnant l'application de la peine de mort en toutes circonstances, qualifiant cette sanction d'inhumaine et irréversible. Un point intéressant, pas particulier, mais intéressant au long cours, qui vient d'un article qui est paru cette semaine. Selon une étude du think tank britannique Conflict Armament Research, les drones Shahed 136 vendus par l'Iran à la Russie sont équipés d'un moteur dont la technologie a été volée à l'Allemagne par les Iraniens il y a près de 20 ans. Les moteurs Mado, équipant les drones lancés par les Houthis au Yémen contre les champs pétroliers saoudiens en 2019, sont également soupçonnés d'avoir été fabriqués à partir de cette technologie.
les Iraniens ont imité et amélioré la technologie militaire allemande volée pour fabriquer des drones en tant que substitut moins coûteux aux missiles, puisque un Shahed 136 coûte environ $20 000, c'est-à-dire une fraction minime du coût d'un missile de croisière calibre russe, puisque vous savez que les calibres ont été largement utilisés au début du conflit en Ukraine pour les bombardements russes sur le pays, avant de progressivement être limités en quantité, puisque le stock des Russes diminuait, et remplacé par les Shahed, mais c'est beaucoup moins coûteux. Même si ils sont interceptés, semble-t-il, beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on voit que la plupart des missiles comme des drones sont interceptés par la défense aérienne ukrainienne. En 2006, l'Iran a acquis légalement des moteurs de drones de la société allemande Limbach Flugmotoren. 3 ans plus tard, un ingénieur iranien nommé Youssef Abou-Talebi a annoncé que sa société, Mado, avait construit un moteur de drone. Les enquêteurs allemands n'ont apparemment pas réussi à remonter la filière qui a permis à l'Iran d'acquérir clandestinement des composants et des outils militaires. Parmi les autres composants occidentaux acquis et copiés par l'Iran, se trouvent des pièces de missiles fabriquées en République tchèque. Selon un rapport d'experts de l'ONU de 2020, le moteur des missiles iraniens Quds 1, utilisé dans les attaques contre les raffineries de pétrole saoudiennes l'année précédente, je vous en ai parlé régulièrement ces derniers temps, était une copie non autorisée du moteur à réaction TJ100 fabriqué par PBS Velka Bites en République tchèque. Des experts estiment que le moteur tchèque a également été utilisé pour le missile iranien Haïdar 2. PBS Velka Bites affirme, je suis désolé si je ne prononce pas bien, je ne parle pas de tchèque, assure n'avoir jamais fourni de moteur à l'Iran ou au Yémen, mais en utilisant des sociétés écrans. Mais l'Iran a développé une expertise pour échapper au contrôle sur les technologies sensibles en utilisant des sociétés écrans. Un panel de l'ONU a découvert que des pièces exportées par le fabricant tchèque à une entreprise de Hong Kong en 2010 ont été retrouvées dans des missiles iraniens utilisés en 2019. Avec la capture d'armes occidentales sophistiquées, telles que le missile anti-char Javelin par la Russie sur le champ de bataille ukrainien, il est à craindre que l'Iran ne profite de cette situation dans le cadre de sa nouvelle coopération avec la Russie. Compte tenu de la coopération économique croissante entre les deux pays, il est aussi probable que la collaboration dans le domaine militaire s'intensifie. Donc on n'est pas sur des actualités vraiment d'aujourd'hui, on va dire, à part que la publication de ce rapport est de cette semaine, mais c'est très intéressant de voir comment l'Iran a pu contourner les sanctions et par divers actes d'espionnage industriel, il parvient dans une certaine mesure à maintenir un certain niveau de technologie militaire, même si on sait qu'il y a d'autres secteurs, par exemple dans l'aviation, où c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, des vols de moteurs ont pu lui permettre de développer ce drone qui est largement utilisé aujourd'hui par la Russie. En Ukraine. En Israël, comme depuis 18 semaines, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi 6 mai dans différentes villes du pays pour protester contre le projet de réforme judiciaire proposé par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Les manifestants ont également exprimé leur mécontentement face à l'impact économique du statu quo actuel. La semaine dernière, on avait vu que les soutiens de Benyamin Netanyahou avaient manifesté pour la réforme. Donc on voit que le combat politique est encore en pleine vigueur. En Arabie Saoudite, on peut se demander s'il n'y a pas une contre-attaque diplomatique américaine qui se met en place progressivement après le coup de tonnerre du rapprochement avec l'Iran sous égide chinois. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, est arrivé samedi 6 mai en Arabie Saoudite lors de ce qui est la plus haute visible d'un responsable de l'administration Biden depuis la visite présidentielle de juillet 2022 et dans la foulée de l'accord révolutionnaire conclu par la Chine entre Riyad et Téhéran en mars dernier. Sullivan doit rencontrer le dirigeant de facto du pays, qui est le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Les deux hommes se sont entretenus par téléphone le 11 avril et le coordinateur de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk, s'est rendu le mois dernier en prévision de la visite. Le haut responsable américain sera rejoint par les responsables des Émirats arabes unis et de l'Inde dans le but de rétablir des liens usés avec Riyad et de renforcer l'intégration régionale et en direction de l'océan Indien. S'exprimant jeudi au Washington Institute for Near East Policy, Sullivan a déclaré qu'il discuterait de nouveaux domaines de coopération entre New Delhi et le Golfe ainsi qu'entre les États-Unis et le reste de la région. Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis et président de l'autorité d'investissement d'Abu Dhabi, participera aux pourparlers avec Sullivan, a déclaré une source diplomatique à Al Monitor. La source a indiqué que le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Dova serait également présent aux pourparlers.
Les États-Unis, les Émirats Arabes Unis et l'Inde font partie du groupe dit I2U2 qui comprend également Israël. Donc on a Israël, l'Inde, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Donc USA United, je ne sais plus comment on le dit en anglais, pour les Émirats Arabes Unis. La coalition a été créée en octobre 2021 pour coopérer sur des initiatives conjointes dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports, de l'espace, de la santé et de la sécurité alimentaire. Ce mécanisme est également considéré comme un cadre pour contrer l'influence de la Chine dans la région, et donc c'est assez naturel que les États-Unis essaient de l'utiliser pour reprendre la main après l'affaire de mars dernier. Cependant, Israël n'enverra pas de fonctionnaires à Riyad. L'Arabie Saoudite n'a toujours pas normalisé ses relations avec Israël et les efforts des États-Unis vers cet objectif ont stagné alors que la tension israélo-palestinienne a augmenté encore ces derniers temps. Et évidemment, le récent rapprochement de l'Arabie Saoudite avec l'Iran ne facilite pas les choses non plus. Les responsables discuteront de la diversification des chaînes d'approvisionnement et des investissements dans des projets d'infrastructures stratégiques, notamment les ports, les chemins de fer et les mines, d'après Bloomberg ce vendredi 5 mai. Le voyage vise également à réparer les liens donc tendus entre Riyad et Washington, donc sur plusieurs questions, notamment le choix de l'Arabie Saoudite de procéder à des coupes dans sa production dans le cadre de l'OPEP et des retombées du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, qui continue d'alimenter le passif, et qui vraisemblablement d'ailleurs a poussé Ibn Salman à se tourner vers la Chine un peu plus, tout simplement parce qu'il se dit qu'il a moins à craindre d'un autre régime qui persécute les journalistes que par les Occidentaux qui sont très émus dès qu'il y a des journalistes qui sont persécutés. Et donc tout simplement c'est plus en accord avec la teneur de son propre régime. Mohamed Soliman, directeur du programme des technologies stratégiques et de la cybersécurité de l'Institut du Moyen-Orient, a déclaré à Al Monitor que Washington avait deux objectifs principaux du voyage. Un, montrer que ses relations avec Riyad sont fortes malgré les récents désaccords. La seconde, d'inclure l'Arabie Saoudite dans la nouvelle approche de Washington consistant à fusionner l'Asie du Sud et le Moyen-Orient, qui semble-t-il une nouvelle approche de tout ça, vraisemblablement parce que Washington voit une sorte de continuité entre l'Asie du Sud et le Moyen-Orient pour faire une espèce de ceinture de containment vis-à-vis du bloc russo-irano-chinois. Ça paraît assez clair. Et il y a aussi probablement l'idée pour Washington de compter sur les bons rapports que les Américains ont avec les Indiens pour ramener un petit peu autour de l'Inde un certain nombre de pays dans l'alliance ou en tout cas dans l'amitié américaine. En Afrique, en Égypte, Al-Sisi fait son propre grand débat, un peu à la Macron. Un dialogue national qui a été annoncé en 2022 par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi va s'ouvrir enfin avec l'ouverture de la table ronde ce mercredi 3 mai. Des partisans et des opposants de nos gouvernements, ainsi que quelques personnalités, se sont réunis dans un centre de conférence situé dans le nord du Caire. Au cours des semaines ou des mois à venir, divers comités mettront en place des recommandations pour le chef de l'État sur une centaine de sujets. Cette initiative se déroule alors que l'Égypte traverse, j'en ai parlé ces dernières semaines, une grave crise économique avec une très forte inflation et plusieurs dévaluations de la livre égyptienne. Le président Al-Sisi, qui dirige l'Égypte depuis 2014, n'a pas assisté à la cérémonie d'ouverture et ne participera qu'aux dernières étapes des discussions. Donc, il sera moins impliqué qu'Emmanuel Macron dans son débat après post-Gilets jaunes. Les objectifs de l'exercice sont encore flous, mais selon le président, cette initiative doit établir une feuille de route pour un futur prometteur et lumineux qui convienne à leurs enfants et petits-enfants. Ça, pour le coup, on dirait vraiment de l'Emmanuel Macron. Et dans le même temps, et c'est pour ça que le cadre oblige à essayer de prendre quelques mesures, Fitch, l'agence de notation, a dégradé vendredi la note de l'Égypte d'un cran, passant de B+ à B, avec une perspective négative qui laisse entendre que la note pourrait être abaissée à nouveau dans les mois à venir, en raison de la situation économique du pays. Fitch a souligné que le risque de financement externe avait augmenté en raison des besoins élevés de financement et de la forte incertitude entourant la trajectoire du taux de change et des réserves de liquidités externes réduites. Fitch a également mis en avant une détérioration marquée des paramètres de la dette publique, estimant que cela pourrait menacer la viabilité de la dette à moyen terme si la trajectoire des coûts face aux recettes n'était pas inversée. En avril, l'agence de notation Standard & Poor's avait révisé la perspective de la note de la dette égyptienne, la passant de stable à négative en raison des importants besoins de financement externe anticipés concernant les finances publiques. Je crois que je vous en avais d'ailleurs parlé dans un bulletin. L'Égypte est actuellement confrontée à une crise grave économique qui est marquée par une importante dépréciation donc de la livre égyptienne, je vous le disais, par rapport au dollar en un an, ainsi qu'une diminution des réserves en devises. Et cette situation a été exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné, je vous l'ai déjà dit, le retrait de nombreux investisseurs internationaux et surtout fait grimper les prix du blé
Or, l'Égypte est l'un des plus grands importateurs de céréales du monde. Et le pays a du mal à obtenir du FMI tous les fonds qu'il lui faudrait pour faire face à sa dette. Le Pakistan est dans la même situation, on y reviendra tout à l'heure. Au Soudan, les combats continuent sans relâche alors que les négociations en cours en Arabie Saoudite entre les émissaires de l'armée et les paramilitaires des forces de réaction rapide ne laissent rien filtrer sur un éventuel cessez-le-feu. Depuis le 15 avril, les combats ont lieu tous les jours à Khartoum où les habitants doivent se barricader par crainte des balles perdues et font face à des pénuries d'eau, d'électricité, de nourriture et d'argent. Bien que les États-Unis et l'Arabie Saoudite assurent que des pourparlers sont en cours pour un cessez-le-feu, les deux factions en conflit, l'armée du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Daglo, n'ont rien communiqué à leurs troupes sur ces négociations. Le porte-parole de l'armée a déclaré que leur délégation ne discutait que des moyens de mettre en œuvre le cessez-le-feu pour faciliter l'accès humanitaire, tandis que les forces de soutien rapide n'ont fait aucune déclaration. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont cependant salué l'ouverture d'un dialogue entre les belligérants, mais n'ont pas annoncé de début formel des pourparlers ni leur contenu. Pendant ce temps, les témoins ont signalé que des combats et des raids aériens dans différents quartiers de Khartoum avaient lieu. Les négociations en cours à Jeddah, en Arabie Saoudite donc, se concentrent sur le plus petit des dénominateurs communs de la communauté internationale, c'est-à-dire la cessation des hostilités. Mais sur la suite, il n'y a pas de consensus entre les autres puissances internationales. Les forces de soutien rapide ont envoyé à Jeddah des proches du général Daglo et de son frère Abderrahim, qui est considéré comme le financier des forces de soutien rapide grâce à ses mines d'or, tandis que côté armée, les responsables de haut rang, connus pour leur hostilité envers les paramilitaires, sont présents. Naturellement, ça ne garantit pas une issue rapide de ces négociations. Autre endroit et autre point chaud, vous savez, j'en ai pas parlé depuis quelques semaines, mais en République démocratique du Congo, dans l'est de ce pays qui est toujours soumis à la rébellion du M23, dont le Congo affirme qu'il est soutenu par le Rwanda, tentative de paix. Le 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la République démocratique du Congo s'est tenu, donc à partir de ce samedi, au Burundi. Les 13 chefs d'État et de gouvernement membres discutent de la paix et de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président congolais, Félix Tshisekedi, également président d'exercice sortant de ce mécanisme d'accord cadre, passe à l'occasion de ce sommet la main au président burundais Evariste Ndayishimiye. Cependant, de nombreux observateurs ne s'attendent pas à des progrès significatifs lors de ce sommet. Le président de la RDC donc devait être là. Par contre, on a noté qu'il y aura vraiment de grands absents, et en particulier Paul Kagame du Rwanda, puisqu'il est accusé par Kinshasa d'être derrière le M23 malgré ses dénégations, ou encore le président du Kenya, William Ruto, qui dirige la force est-africaine déployée dans l'est de la RDC, j'en ai parlé aussi il y a quelques temps, mais qui est en froid avec Kinshasa depuis qu'il a remplacé le commandant en chef de cette force. Donc gros embrouillamini dans cette affaire, et il ne semble pas sorti de l'auberge. En Amérique, Mexique, USA, les États-Unis ont décidé d'envoyer 1500 soldats de renfort à la frontière pour la sécuriser face à un afflux inhabituel, ou en tout cas plus important que d'habitude, d'immigrants illégaux, ce qui naturellement envoie un signal un petit peu tendu, puisque envoyer des soldats à la frontière c'est toujours un peu inquiétant. Bon, bien sûr, pas une invasion du Mexique, mais ça montre que la situation continue à se tendre de ce point de vue-là, en particulier dans le cadre plus général des problèmes de lutte contre la drogue dont j'ai parlé là aussi régulièrement. Rubrique déclin, ça c'est une information, je ne sais pas si c'est un signal faible, mais ça me paraît intéressant, en particulier en lien avec tout ce que j'ai pu dire dans les autres émissions de fond ces derniers temps sur les problèmes de la dépopulation, des manques de main d'œuvre dans lequel probablement on allait entrer à l'échelle mondiale pour le siècle qui vient. Les USA sont exposés à une pénurie d'infirmières. Selon le syndicat national des infirmiers et les statistiques américaines, le Nouveau-Mexique est actuellement l'État le plus touché par la pénurie d'infirmières, avec la moitié des hôpitaux signalant un manque de personnel. Le Vermont, le Rhode Island, la Virginie occidentale et l'Arizona font également face à une pénurie d'infirmières. Toutefois, la Californie devrait connaître la pire pénurie de tout le pays d'ici 2030,
avec près de 45 000 postes vacants. Le Texas aura besoin d'environ 16 000 infirmières, le New Jersey de 11 000, la Caroline du Sud de moins, soit environ 5 400, et l'Alaska à peu près autant, un peu plus de 5 000. Dans l'ensemble, les États-Unis auront besoin de 1,2 million d'infirmiers et d'infirmières d'ici 2030 pour remédier à cette pénurie. La profession est moins attrayante pour les jeunes générations en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis les personnels de santé à rude épreuve. Près de 40% des nouvelles infirmières envisagent de changer de travail au bout d'un an seulement. De plus, la plupart des 4,2 millions d'infirmières diplômées ont plus de 50 ans et prévoient de prendre leur retraite au cours des 10 prochaines années. Enfin, les États-Unis, sur tout ça qui est important, ont du mal à former suffisamment d'infirmières. Chaque année, près de 200 000 postes sont à pourvoir, mais en 2019, plus de 80 000 candidats ont été refusés dans les écoles d'infirmières et 91 000 en 2021. La principale cause est le manque de budget, de salles de classe et surtout de professeurs pour enseigner le métier. Alors je trouve ça extraordinairement intéressant parce qu'en même temps, on est dans une période où le chômage aux États-Unis baisse beaucoup et il est descendu à 3,4%. Je crois, j'ai vu dans les derniers chiffres qui sont parus. En tout cas, un chômage très très bas, un taux d'emploi très élevé. Et on commence à voir donc des manques de pénurie, des pénuries. C'est très important, ça me semble, le secteur d'infirmière, c'est un secteur très large. Mais je pense qu'on va entrer, sachant qu'en plus les États-Unis ne sont même pas le pays le plus touché, puisque c'est un pays dont au cours du siècle qui vient, la population devrait continuer de croître grâce à l'immigration, mais je l'ai déjà dit, la population mondiale va baisser, et à part des pays qui arriveront à croître par l'immigration, et quelques pays, en particulier en Afrique, qui continueront de croître de manière naturelle, la plupart des pays vont commencer à se dépeupler assez rapidement, et vraisemblablement que ça va entraîner des problèmes de dysfonctionnement des économies à l'échelle, à grande échelle, comme ça, parce qu'il y aura de plus en plus de professions qui simplement seront en pénurie. Il n'est pas du tout invraisemblable que cette période dans laquelle il n'y avait aucun problème de manque de main-d'œuvre finalement, qui était ce grand boom démographique qu'il y a eu depuis 2 siècles, est terminée et qu'on va entrer dans une espèce d'hiver de la main-d'œuvre où de très nombreux secteurs comme ça seront affectés par le manque de main-d'œuvre, ce qui signifiera aussi que vous aurez toute une partie des populations qui n'auront plus accès à certains services, tout simplement parce que naturellement le marché fera son œuvre et ça coûtera cher de continuer à accéder au marché, même de qualité médiocre. En économie précisément aux États-Unis, autre signe de problème, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé mercredi 3 mai qu'il augmentait pour la 10e fois d'affilée, et en un peu plus d'un an, les taux d'intérêt, mais il n'a pas exclu d'une pause à l'issue du comité de politique monétaire de la Fed. Alors, ils disent toujours un peu tout et le contraire pour pas donner trop d'impact sur le marché par leur simple intervention, mais bien que l'inflation ait baissé à 4,6% en mars, sans compter l'énergie et l'alimentation, où c'est plus important, la Banque centrale continue de relever ses taux pour lutter donc contre l'inflation. Néanmoins, la hausse des taux a conduit à la multiplication des faillites bancaires aux États-Unis, avec 3 établissements en difficulté depuis mi-mars. La dernière en date est celle de la First Republic, donc j'avais déjà dit qu'elle avait des difficultés dès le premier point que j'ai fait là-dessus, et je pense que c'était effectivement en mars. Elle a été reprise en catastrophe par JP Morgan lundi 1er mai. De plus, la Pacific Western Bank, après avoir perdu 5 milliards de dollars de dépôts sur 32 milliards, ce qui représente quand même un petit 15%, est également en difficulté et recherche des investisseurs ou des repreneurs. L'annonce de la Fed selon laquelle le système bancaire américain est solide et résilient a été remise en cause après la révélation de la situation de la Pacific Western Bank par l'agence Bloomberg, et on sait en général que quand les gouvernants ou les institutions commencent à dire le système est solide et résilient, c'est qu'il y a des inquiétudes sur la solidité et la résilience du système. En Europe, selon Le Monde, Ursula von der Leyen souhaiterait remettre ça pour un second mandat à la tête de la Commission européenne. Le dernier à avoir fait 2 mandats, c'était José Manuel Barroso en 2004-2014. Ensuite, on avait eu l'interlude Jean-Claude Juncker en 2014-2019. Et depuis, nous avons Madame Ursula von der Leyen. Je rappelle que les élections européennes doivent se tenir au printemps de l'année prochaine, 2024. Est-ce que c'est important ? La question peut se poser parce que finalement, Ursula von der Leyen incarne beaucoup l'autoritarisme de l'Union européenne. Et son maintien, alors que dans un laps de temps où j'envisage des secousses importantes politiques, et éventuellement le début de la révolution à l'échelle européenne avec une nouvelle élection, eh bien le fait que Ursula von der Leyen soit celle qui essaie à nouveau
d'incarner la Commission européenne peut être à l'origine d'un clash important entre justement la Commission qu'elle est en train de mettre en place et le nouveau Parlement européen. On pourrait aussi avoir, plutôt qu'un gros clash comme celui que j'envisageais, c'est-à-dire un Parlement européen qui irait carrément contester la Commission, si on a une simple tentative de renouvellement de la Commission telle qu'elle est, notamment de la présidence von der Leyen, le début d'une crise pourrait être le fait que le Parlement refuse de renouveler von der Leyen. Ça serait quelque chose d'éventuellement intéressant. Par ailleurs, en Europe, en forme d'anti-révolution, au contraire, il y a eu, je le cite, même si j'ai pas grand-chose à en dire, le couronnement du roi Charles III en Angleterre qui s'est tenu samedi 6 mai. En Asie, on tourne vers l'Asie. Le ministre indien des Affaires étrangères s'est entretenu avec ses homologues chinois et russes avant une réunion d'un forum sur la sécurité en Asie centrale qui se tiendra dans le centre touristique de Goa. Jai Shankar, donc le ministre indien, le MAE indien, a déclaré jeudi qu'il avait eu des discussions détaillées avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang sur les relations bilatérales en marge du sommet de 2 jours de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les analystes disent que l'Inde est susceptible d'être préoccupée par la dépendance croissante de la Russie à l'égard de la Chine, puisque à mesure que l'invasion de l'Ukraine s'éternise, la relation de New Delhi avec Moscou, son allié de la guerre froide, est restée très forte. New Delhi n'a pas condamné le Kremlin pour l'invasion de l'Ukraine et est devenu le plus grand acheteur de pétrole brut russe au milieu des efforts occidentaux pour réduire les revenus pétroliers de Moscou pendant sa guerre avec Kiev. L'emprise de Pékin sur Moscou pourrait s'avérer préoccupante pour l'Inde car elle achète toujours l'essentiel de son équipement défense à la Russie et donc elle pourrait trouver ce déséquilibre menaçant, en particulier dans le cadre justement de l'organisation de la coopération de Shanghai. Et précisément, un événement majeur avant le sommet a été la présence du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, qui marque donc la première, elle avait été annoncée, j'en avais parlé dans le précédent bulletin, qui marque donc la première visite en Inde d'un ministre pakistanais des Affaires étrangères depuis 2011, donc 12 ans. Certains observateurs se sont demandé si un effort de réconciliation était en cours, c'est en particulier mon opinion, si vous avez suivi le dernier bulletin. Je pense qu'il n'est pas impossible que les Indiens veuillent profiter de la faiblesse économique, je vais y revenir, du Pakistan pour justement régler un certain nombre de problèmes, peut-être notamment au Cachemire, et affaiblir en tout cas le lien qu'il peut y avoir entre le Pakistan et la Chine. Ce n'est pas la thèse qui a été développée dans un article du Foreign Policy, pour lequel, pour Islamabad, la visite de Zardari était moins une tentative de resserrer des liens avec New Delhi et d'envisager un nouveau dialogue qu'une opportunité de renforcer l'engagement avec l'Organisation de la coopération de Shanghai et de faire avancer ses intérêts de politique étrangère contre l'Inde dans le cadre de cette organisation. C'est une argumentation intéressante, donc je vais vous en donner lecture. Voilà ce que dit l'auteur de cet article de Foreign Policy, donc qui s'affichera sur l'écran. Considérez les avantages de l'OCS pour le Pakistan. Historiquement, la Chine et la Russie ont dirigé le groupe, respectivement l'allié le plus proche d'Islamabad et un nouvel ami important. Les rapports entre la Russie et le Pakistan se resserrent. La moitié des membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont basés en Asie centrale, où le Pakistan espère approfondir son engagement pour développer le commerce et la connectivité, c'est-à-dire les réseaux de communication. Et il réussit déjà, en 2021, l'Ouzbékistan a signé un accord avec le Pakistan et l'Afghanistan pour développer un système ferroviaire transnational. Dans certaines organisations multilatérales qui incluent à la fois l'Inde et le Pakistan, Islamabad est plutôt désavantagé, parce que New Delhi est le membre le plus puissant naturellement. Par exemple, l'Association sud-asiatique de coopération régionale. Mais le poids de l'Inde au sein de l'Organisation de la coopération de Shanghai est limité par la présence de son rival stratégique, donc la Chine, allié du Pakistan. Par ailleurs, la guerre en Ukraine, qui a rapproché Moscou de Pékin, peut signifier une diminution de l'influence russe au sein de l'Organisation de la coopération de Shanghai, donc encore plus de pouvoir pour la Chine, ce qu'on disait à l'instant. Comme le Pakistan, l'Inde espère intensifier ses liens avec les États d'Asie centrale, qui sont riches en ressources. La région est devenue discrètement un champ de bataille pour la concurrence dans le cadre de la concurrence entre les deux pays. L'Inde n'a pas d'accès terrestre direct à l'Afghanistan, en particulier parce qu'elle n'a pas le contrôle de tout le Cachemire, et donc notamment du Gilgit-Baltistan. L'Afghanistan est la porte d'entrée nécessaire pour les deux pays vers l'Asie centrale.
Néanmoins, l'Inde a tenté de compenser ça en établissant de nouveaux mécanismes pour des réunions régulières avec les gouvernements de la région. La présence du Pakistan au sommet de Goa peut avoir pour but de signaler qu'il n'a pas l'intention de céder davantage de terrain à l'Inde en ce qui concerne l'Asie centrale. Rien de tout cela ne veut dire que le Pakistan n'aborde pas également le voyage de Zardari à travers une idée de retour d'une relation bilatérale avec l'Inde. Compte tenu des troubles politiques et économiques dans son pays, Islamabad tient à maintenir les tensions avec New Delhi à un niveau bas, puisqu'il estime ne pas avoir les moyens d'entrer dans une voie de confrontation. La visite s'appuiera sur plus de 2 années de relations relativement stables, et effectivement depuis la presque guerre dans laquelle on avait basculé à l'époque d'Imran Khan, les choses se sont calmées. Et ça peut effectivement apparaître comme une mesure de confiance, surtout après que le ministre pakistanais de la Défense a choisi d'assister à une réunion avec ses homologues de l'OCS le mois dernier, virtuellement, plutôt qu'en personne. Les médias indiens rapportent que le Pakistan a demandé une rencontre entre Zardari et son homologue indien, donc Jai Shankar. Les responsables pakistanais ont nié cela, mais de manière anonyme. Quoi qu'il en soit, d'après le Foreign Policy, il serait erroné de considérer la visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères comme une tentative de relancer la réconciliation. Le mois dernier, des responsables indiens ont accusé des terroristes basés au Pakistan d'avoir attaqué le Cachemire sous administration indienne. Et on sait que l'usage du terrorisme l'un contre l'autre dans le Cachemire est traditionnel et ils utilisent ça pour s'attaquer. D'ailleurs, la dernière dont je parlais, la confrontation qu'il y avait eu entre Inde et Pakistan avait été provoquée par un attentat contre un bus de militaires indiens. Et donc il y avait une riposte indienne sur le territoire pakistanais et des combats d'aviation, ce qui est un degré d'escalade important entre l'Inde et le Pakistan. Ceci était en 2018. New Delhi donc ne sera pas, d'après le Foreign Policy, encline à dépenser son capital politique pour nouer un dialogue avec une administration faible et impopulaire à Islamabad, surtout à 1 an des élections indiennes. Les élections au Pakistan sont actuellement prévues pour octobre, je vous en ai déjà parlé, Imran Khan a essayé de les faire avancer, vraisemblablement il n'y parviendra pas. Le gouvernement pakistanais risquerait de graves dommages politiques en tendant aujourd'hui la main à une administration indienne qui est ressentie au Pakistan, qui est très mal vue en raison de son traitement des musulmans indiens. Voilà donc cette interprétation qui voudrait que le Pakistan se sent faible certes, mais qu'il sera encore en train de jouer dans une forme de confrontation contre New Delhi et pas dans une véritable volonté de se réconcilier et de négocier. Donc je rappelle à ce propos le contexte de fragilité du Pakistan qui continue à s'accentuer de semaine en semaine. Le taux d'inflation au Pakistan a atteint un niveau record de 36,42% en avril. Stimulé par de nouvelles taxes et l'augmentation des prix du carburant en réponse aux conditions du Fonds monétaire international pour un renflouement crucial. Selon les données publiées par le gouvernement, l'inflation mensuelle a atteint 2,41%, tandis que l'inflation moyenne sur les 12 derniers mois est de 28,23%. En avril, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 50% et les coûts de transport de 57% par rapport à l'année précédente. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, cherche à obtenir la prochaine tranche de près de 6,5 milliards de dollars accordés par le FMI en 2019, tout en demandant des garanties de soutien bilatéral de pays alliés. Cependant, les analystes estiment que l'inflation devrait continuer à augmenter, même après la conclusion d'un accord avec le FMI. Terminons sur de nouvelles images qui montrent la proue fortement modifiée du destroyer transportant des hélicoptères de la classe japonaise Izumo JS Kaga, alors que le navire quittait récemment son quai. Le Kaga est actuellement transformé en porte-avions à décollage vertical, qui seraient les F-35. Des photos du navire s'éloignant de son quai à Kure, préfecture d'Hiroshima, accompagné de remorqueurs, ont commencé à circuler en ligne vers le 19 avril. Selon Naval News, la première série de modifications de Kaga, qui était initialement prévue pour se terminer en mars, comprenait le changement de forme de la proue du navire et l'application d'un revêtement résistant à la chaleur sur son pont, un revêtement nécessaire pour des avions qui décollent décollage vertical, c'est-à-dire qui projettent le souffle de leur réacteur sur vers le sol, et donc le sol c'est le revêtement du pont du bateau, donc il faut qu'il soit résistant à des chaleurs particulières. La prochaine série de modifications, qui impliquera le rééquilibrage et le renforcement structurel de la coque du Kaga, devrait être achevée d'ici mars 2024. Dans l'ensemble, les travaux visant à transformer le Kaga en transporteur de F-35B devraient se poursuivre jusqu'au début de 2027.
Le navire initial avait été lancé en 2015 et mis en service en 2017. Donc c'est une conversion alors qu'il est encore assez jeune. Je rappelle qu'en 2018, le gouvernement japonais avait décidé de modifier ces 2 transporteurs de classe Izumo, transporteurs d'hélicoptères, pour leur permettre de transporter des F-35B. Donc c'est l'occasion, effectivement, le fait qu'on ait ces images, c'était l'occasion de parler de ce sujet que je n'ai pas abordé jusqu'à présent dans les bulletins en tout cas, qui est le fait que les Japonais sont en train de se redoter d'une force de projection aéronavale, alors que c'était une chose qu'ils s'interdisaient relativement depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était le grand symbole de tout l'expansionnisme et l'impérialisme japonais. C'était le symbole de Pearl Harbor, etc., l'aéronavale japonaise. Et donc le fait qu'ils décident de transformer des porte-hélicoptères en porte-avions est effectivement quelque chose d'assez, c'est pas inquiétant, mais disons que ça montre dans quel état est actuellement le Japon et dans quel état militaire et de tension est l'Asie autour de ce pays, notamment face à la Chine, qui pense qu'il est nécessaire de se doter de forces de projection. Voilà pour ce bulletin hebdomadaire. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous découvrez la chaîne avec celui-ci, n'hésitez pas à faire un petit tour et à voir s'il y a des vidéos qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner non plus si vous arrivez. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au bouquin, en particulier au dernier qui vient de sortir et qui synthétise la plupart de mes dernières réflexions sur la façon dont il faut comprendre l'impérialisme russe en particulier et certains autres impérialismes en général. Je vous dis à très bientôt et ne vous laissez pas faire.